S95C, prenez mon argent. Équipé de la seconde génération de dalles QD OLED, c'est le fleuron de la gamme OLED 2023 de Samsung. La gamme OLED introduite l'année dernière avec le S95B qui a bousculé le game avec un nouveau type de dalle OLED développé par Samsung Display, le QD OLED. QD OLED qui a la particularité d'utiliser des sous-pixels RVB purs pour une gamme de couleurs plus étendue que l'OLED traditionnel, qu'on a d'ailleurs rebaptisé White OLED parce qu'il utilise en fait un sous-pixel blanc dans sa matrice de pixels. Alors, fort du succès de cette nouvelle gamme OLED, cette année, on a deux nouvelles références OLED chez Samsung, S90C et S95C. Et une nouvelle taille également est disponible, le 77 pouces, en plus des 55 et 65 pouces. Alors, j'avais eu, moi, l'occasion de voir les prototypes plus tôt dans l'année sur lesquels j'avais pu faire les premières mesures avec la généreuse participation des équipes DxOMark. Je les ai invités à nouveau pour remesurer les modèles finaux, les modèles du commerce. Et je peux vous dire qu'il y a du changement. Samsung a clairement tuné les performances de leur OLED vers le haut. Voici, mesdames et messieurs, un concurrent de choix face au G3 de LG. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. Aujourd'hui, je vous propose un test vidéo du plus beau téléviseur jamais réalisé par Samsung. Je vous le signe, hein, c'est vraiment le plus beau que j'ai vu personnellement. S95C, les amis, regardez-moi ce délire. La dalle est d'une finesse, 1,2 cm, il n'y a rien qui dépasse. Le téléviseur est également fourni avec un pied central extrêmement classe. Et alors, la cerise, c'est aujourd'hui le seul TV OLED du marché à proposer un boîtier déporté pour toute la connectique. Le fameux One Connect qui se relie au téléviseur avec un seul câble. Système ingénieux, super pratique que vous pouvez ici soit installer au dos du pied du téléviseur ou le mettre au plus proche de vos sources pour faciliter vos branchements. Bon, là déjà, on enchaîne les bons points. Mais alors attention, petit changement. Depuis notre preview sur le prototype, j'annonçais qu'on pourrait venir visser le boîtier One Connect à l'arrière du téléviseur. Il y avait des petits pas de vis qui étaient prévus à cet effet. Voilà, au cas où vous souhaiteriez par exemple l'accrocher au mur avec le boîtier collé. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Les pas de vis ont disparu. Ils sont uniquement réservé au marché américain qui a un plus grand parc de TV accrochés au mur avec prise murale, d'installer tout ça. Donc c'est pas pour nous. Ensuite, niveau finition. Alors si le modèle de l'année dernière accusait, oui, quelques petits légers soucis de ce côté-là. La dalle pas toujours bien collée au niveau des bords. Ici, rien à dire, hein. C'est du très bel ouvrage. La dalle semble bien solide, c'est robuste et c'est lourd, c'est vraiment lourd. Et le pied également qui est très bien fini et plat, hein, plat contrairement au S90C, légèrement incliné. Donc ici, voilà, on peut accueillir une barre de son dessus sans problème. Sinon, dans la boîte, il y a une nouvelle télécommande, plus petite, plus agréable à prendre en main, sans fil, avec micro, tout ça. Elle se recharge avec le petit panneau solaire qui capte bien la luminosité ambiante pour se recharger. Sinon, voilà, prise USB. Alors, petite faute tout de même. Le bouton d'accès aux paramètres se trouve juste en dessous de l'allumage. Tu veux aller dans tes menus, tu éteins le télé. Bon. Installation, alors Smart TV évidemment avec toutes les dernières technologies connectées du moment. L'OS ici c'est Tizen, interface pleine page. On a accès à 3 hubs sur le côté qui sont dédiés à la vidéo, les jeux vidéo et au mode ambiant. Alors dans le premier, vous y retrouvez les différentes plateformes de streaming bien sûr, mais également une belle exclue Samsung. Vous avez tous les opérateurs de Box TV qui sont là. Free, Orange, SFR, Bouygues. Et ça, c'est vraiment pratique, ça permet d'avoir accès aux offres de votre fournisseur directement sur le TV. Voilà. En jeu vidéo, alors
belles exclus, hein, parce que en fait, vous avez quelques applis streaming, gaming, et Samsung reste encore le seul à proposer le Xbox Game Pass. Vous avez la bibliothèque du cloud gaming Xbox. Ça, je trouve ça très fort. Alors après, il y en a d'autres, hein. Il y en a même une qui est dédiée au rétro gaming, Handstream Arcade. J'ai testé la version gratuite. Alors, vous pouvez faire des petites parties rapides, hein. C'est genre un crédit, enfin une vie. Voilà, mais des jeux d'arcade, Mortal Kombat, des jeux Neo Geo. J'ai réessayé Speedball 2. Alors ça, c'est un jeu, les gars, ça veut dire que tu as un bouton, ça fait toutes les actions dans le jeu. Tu passes la balle, tu tires, tu tacles, tu slides, un bouton. Génial. Bon, là, je m'adresse vraiment aux anciens, hein, à ceux qui jouaient sur Amiga, sur des disquettes. Enfin, mode ambiant, pas super éco-friendly, hein. Allez, ça laisse le télé allumé. Mais bon, avec de belles animations zen ou des tableaux, c'est vrai que c'est quand même cool. Tu veux laisser une petite ambiance le soir ou quand tu écoutes de la musique sur tes belles enceintes actives, c'est sympa. D'ailleurs, nouvelle application HUE Philips qui permet de synchroniser vos lampes HUE avec le téléviseur. Alors c'est payant, hein, 129,99 €. Donc je ne l'ai pas pris. Vous voyez, la vidéo n'est pas sponsorisée par Samsung. Enfin bon, en tout cas, si j'avais le télé chez moi, ouais, je prendrais certainement l'option. QD OLED de Samsung. Alors, si on résume rapide, hein, c'est une image de dingue. Vous avez des contrastes quasi infinis. C'est de l'OLED, c'est du pixel auto-émissif, noir profond, pic lumineux élevé. Vous avez une dynamique de folie sans aucun effet de blooming, c'est-à-dire de fuite de lumière. Hein. Tout est maîtrisé parce que vous n'avez pas de rétroéclairage LED à l'arrière. C'est très propre, beaucoup de relief dans l'image et des couleurs très étendues. On est sur le top du top de Samsung. Alors, pour les réglages, je vous invite pour les contenus de type cinéma et télévisuel en HDR à mettre le mode Filmmaker. C'est le mode le plus fidèle en termes de couleurs et le plus adapté pour les scènes lumineuses. C'est vrai que le HDR là-dessus, ça claque. Après, si vous préférez une image plus flashy avec des couleurs plus saturées, vous avez le mode standard. Ce sera un peu plus froid et vif pour le sport. Peut-être que ça peut le faire. Le mode cinéma, alors personnellement, j'ai pas vu de différence cette année avec Filmmaker. D'autant que en fait, la différence qu'il y avait entre ces deux modes l'année dernière, c'est que le mode cinéma activait un mappage de ton dynamique et le Filmmaker, non. Et maintenant, là, en 2023, on a la main dessus. On peut activer ou non le mappage de ton HDR sur tous les modes d'image. Alors le mappage, je rappelle, ça permet en fait de réduire la plage dynamique d'une image HDR pour permettre au téléviseur d'en récupérer plus de détails dans les zones sombres et lumineuses. C'est-à-dire que voilà, si vous avez un ciel qui est originellement à 4000 nits et que le télé peut aller que jusqu'à 1000, eh bien il va prendre l'information de 4000 et il va la baisser à 1000. Voilà, pour pas que vous ayez un espace tout brûlé. Voilà un petit peu le mappage, ce que ça fait. Alors ici, sur ce modèle, le mappage il n'est pas vraiment discret si on le compare à celui de LG. En fait, il donne l'impression de tirer la plage dynamique vers le haut du pic lumineux du téléviseur, quelle que soit la scène. C'est-à-dire que quelle que soit la scène, j'ai l'impression qu'il va tirer tout au max. Donc ça dynamise grandement l'image et en fait, ça peut s'apparenter plus comme un mode HDR jour. Voilà, par exemple, vous êtes dans un séjour lumineux, ça le fait. Par contre, dans des conditions pièce sombre, il sera préférable de le désactiver pour conserver une image fidèle. Après, bah voilà, hein, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a le choix et c'est ça qui est cool. Ensuite, dans les réglages, toujours en mode HDR, pour bien profiter de l'étendue du spectre colorimétrique, c'est-à-dire que pour avoir les couleurs attendues, il faut aller régler l'espace colorimétrique sur BT2020. Car en fait, par défaut, il est sur DCI-P3. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un espace de couleur réduit en HDR. Et honnêtement, je ne comprends pas. Pour moi, ça n'a aucun sens de mettre ce mode-là par défaut. Parce qu'en plus, on ne va pas aller forcément dans ces menus. Et j'ai du mal à savoir dans quel cas d'usage, en fait, c'est mieux d'avoir DCI-P3 plutôt que BT2020 sur du contenu HDR. Regardez, je vous montre, là c'est le mode par défaut du téléviseur DCI-P3 et là je vais le passer en BT2020. Voilà, j'ai fait plusieurs captations avec différentes images. Voilà, on gagne toujours
plus de couleurs, c'est beaucoup plus terne en fait avec le DCI-P3. Voilà, donc BT2020. Alors, attention parce que donc, dans ces réglages d'espace colorimétrique, vous pouvez passer par le mode natif. Alors, le mode natif, vous allez voir, il va encore plus loin que le BT2020. Il sature encore plus les couleurs. En fait, il s'agit de l'espace colorimétrique au plus large du téléviseur. C'est le max de ses capacités. On sort des espaces normés. Voilà, c'est pas contenu, donc ça risque de cramer les couleurs. Voilà, c'est plus une base de calibrage. Donc, on évite. Alors, dans ces conditions BT2020, tout ça activé, on obtient d'excellents résultats sur la couverture d'espace colorimétrique. On a un DCI-P3 à 99,63%, bon allez, 100%, et un BT2020 à 85,58%. Alors là, on est un peu en dessous de ce qu'on avait mesuré l'année dernière sur le S95B. On refera peut-être des mesures là-dessus, mais bon, on est déjà à un très bon niveau. À savoir qu'au niveau de la correspondance des couleurs, on a un delta E moyen en sortie de carton mesuré à 2,6. Il faut comprendre que c'est bon, on est en dessous de 3, c'est la norme, on va dire, voilà, du commun des mortels, mais on est quand même supérieur à 2,3 qui est la valeur recommandée dans le milieu professionnel de l'image, pour ne pas voir la différence entre les couleurs, entre celles voulues et celles affichées. Voilà. Moi, personnellement, je pense que c'est dans le rouge, que ça doit déborder un peu. Mais franchement, non, honnêtement, à regarder, les couleurs là-dessus sont folles. C'est super agréable. Vraiment, le QD OLED, ça en met plein la vue. Hein. C'est vraiment magnifique. Et alors, vous mettez ces couleurs, vous les associez avec le noir profond de la Techno OLED. Et là, vous avez un rendu unique. Franchement, c'est très très bon. Côté luminosité, S95C surprend également et fait beaucoup mieux que ce que nous avions mesuré sur le prototype. On passe de 1035 nits à 1281 nits. D'ailleurs, on en a profité pour mesurer le S90C qui score lui à 1007 nits. Donc on a un gap de 30% de luminosité entre ces deux références. La dalle QD OLED deuxième génération qui équipe le S95C ne déçoit donc pas côté luminosité. Et je peux vous dire qu'on a de très beaux pics lumineux sur les contenus HDR. Et à la question que tout le monde se pose, oui, mais par rapport au G3. Alors, ne vous fiez pas déjà aux mesures de mon test que j'ai réalisé avec Cédric Louis, car les protocoles de mesure ne sont pas les mêmes que DxOMark. Donc les comparer n'aurait pas de sens. En tout cas, nous, on a remesuré le G3 avec DxOMark et LG va plus loin, j'en dirai pas plus. On vous garde ça pour un comparatif plus poussé, j'espère avant les vacances et avec aussi la participation de Cédric. Pour les contenus HDR dynamiques, les TV Samsung sont compatibles HDR10+ et non Dolby Vision. Ça, oui, ça reste un point négatif pour Samsung. En plus, les contenus HDR10+ sont moins nombreux, ils se font de plus en plus rares. Une des plateformes majeures qui supportait ce format vient de passer tous ses contenus HDR10+ en Dolby Vision. Amazon Prime, les amis. J'ai voulu voir du HDR10+ avec les anneaux de pouvoir et j'avais seulement du HDR10. Pour les contenus Dolby Vision, alors personnellement, je vais vous le dire, j'ai pas vraiment ressenti de manque. Les contenus sont lus, ils sont beaux. Et pour avoir regardé un peu le G3 côte à côte avec le Samsung, la différence reste assez légère. Alors pour moi, en fait, là où ça se joue, c'est surtout les scènes sombres. C'est vrai qu'on va manquer un peu de détails. Parfois, les noirs sont moins débouchés sur le S95C. Mais vous avez toujours la possibilité d'activer le mappage de ton HDR qui va rehausser un petit peu tout et peut-être mieux vous convenir pour la lisibilité des scènes. Sur les contenus en 1080p ou SDR, le S95C offre une belle image, un beau nettoyage, on a un bel upscaling, on a mesuré un pic lumineux à 180 nits, alors ça c'est si on ne touche pas du tout au réglage, et c'est plutôt adapté pour une source SDR qui sont basées sur 100 nits. Seulement ça peut être un petit peu juste en journée. Donc dans les menus, vous pouvez aller réajuster tout ça, mettre la luminosité sur élevé. Autrement, pour les couleurs,
elles sont un peu ternes en mode filmmaker. Donc mon conseil, ce serait plutôt de passer en mode cinéma sur les contenus SDR. À vous de voir. Personnellement, je trouve que ça redonne un peu de saturation aux couleurs qui sont voilà, un petit peu ternes en filmmaker. Côté processing, allez, on commence avec la fluidité. Alors la technologie OLED, vous savez, hein, elle bénéficie d'un rafraîchissement de l'image quasi instantané, ce qui entraîne des saccades plus accentuées, plus visibles sur les films en 24 images secondes, comme ici sur mon extrait de Civil War. Alors Samsung ne met pas de mode prédéfini pour adoucir les travelling cinéma, contrairement à la concurrence qui ont souvent des trous cinéma ou des trucs comme ça. Il va donc falloir aller ajuster les réglettes dans les paramètres de clarté de l'image afin de trouver la fluidité qui vous convient le mieux. Sachant que, attention, on bannit le mode auto. Hein. Il s'amuse à faire de l'interpolation variable, fluide, pas fluide, c'est un petit peu la folie. Pour l'interpolation, on va intervenir sur réduction des vibrations si on souhaite fluidifier l'image et réduire les saccades. Et sur le flou pour gagner en netteté sur les transitions. Et ça marche bien. Vraiment, le processeur fait du bon boulot de ce côté-là. Vous avez également le Clear Motion qui insère, c'est le Black Frame Insertion, voilà, qui insère des petites images noires. Personnellement, j'ai jamais été fan de ce truc-là, mais c'est dispo. Uniformité de la dalle, excellente. Rien à dire de ce côté-là. On a passé toutes les couleurs, tous les niveaux de gris. C'est vraiment parfait. Et alors, du coup, c'est très appréciable pour regarder du sport avec, par exemple, des affichages de terrain qui prennent tout l'écran ou dans un jeu vidéo qui présente un arrière-plan fixe. Angle de vision, technologie QD-OLED, encore une fois, offre des angles de vision très ouverts, sans perte de qualité. Vous pouvez donc installer votre téléviseur au milieu d'un grand salon. Vous ne perdrez pas une miette de vos contenus où que vous soyez. Pour le gaming, S95C, c'est une tuerie. 4 ports HDMI 2.1, compatible 4K, VRR, FreeSync, G-Sync et 144 Hz, ce qui en fait l'OLED avec le rafraîchissement le plus rapide du marché. Pas mal. Alors attention tout de même, tous les HDMI ne sont pas paramétrés par défaut sur étendu. C'est-à-dire que voilà, elles n'autorisent pas tout le 4K 120 VRR. Donc en fonction de là où vous branchez, pensez à aller vérifier si l'HDMI que vous utilisez pour votre console ou votre PC est bien sur étendu. Bon, allez dans le menu, vous les mettez tous en étendu, c'est réglé. Sinon, voilà, vous risquez d'avoir du tearing, des saccades, vous n'allez pas comprendre. J'ai d'ailleurs pas compris moi au début pourquoi ça me le faisait. Ensuite, le mode jeu est par défaut en mode très vif. Alors, si vous ressentez comme moi une agression visuelle, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les réglages de jeux vidéo. Il y a un chapitre sur le S95B. C'est tout pareil sur celui-là. Je vous montre le mode jeu par défaut et celui qu'on obtient après coup. Et croyez-moi, le mode par défaut fait très vite mal à la tête. Alors, d'ailleurs, niveau luminosité, qu'est-ce que ça donne en mode jeu? Eh bien, on a calculé un pic équivalent à celui qu'on a en mode cinéma, en mode filmmaker, qu'on a mesuré à 1280 nits, ce qui est très appréciable sur les jeux HDR. L'input lag est également excellent, il est en dessous des 10 ms en 60 Hz et à 5,1 en 120 Hz. Donc là, pas d'excuse pour rater ces combos à Street Fighter 6. On peut également donc compter sur le temps de réponse quasi instantané pour éviter les effets de traînée sur les mouvements. Pour les PC, le TV se met en chroma 444 automatiquement pour assurer une bonne lisibilité des textes. Or, dû à la structure du pixel du QD OLED en forme triangulaire, cela entraîne de légers débordements de couleurs sur les côtés des lignes très fines. Donc voilà, ce ne sera pas adapté pour lire des textes sur PC. Le filtre anti-reflet est toujours très efficace, c'est un des meilleurs du marché pour atténuer les reflets dans le téléviseur, mais il accuse toujours d'une petite teinte rose ou violette lorsqu'il est soumis à une source lumineuse extérieure. Du coup, dans un séjour lumineux, les noirs seront légèrement teintés, voilà, ils vont s'écarter du noir perfect. Bon, alors si on doit trouver une épine dans le pied à ce téléviseur, elle est là, le son. Vous voyez l'épaisseur du téléviseur?
pas de miracle. Alors, même si Samsung a fait attention à retransmettre l'essentiel avec des voix claires, intelligibles, pour regarder la télé, ça passe. Après, le grave est absent, hein. Le son est sec, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de dynamisme. Je ne saurais que vous conseiller d'accompagner cette superbe image avec une barre de son. Il y a une large gamme en plus chez Samsung. Il y en a même une relativement discrète si vous ne voulez pas le gros truc. C'est la S801B ou C, voilà, qui peut déjà faire vraiment le job. Sinon, voilà, un système home cinéma ou comme je l'ai fait ici avec ma paire d'enceintes actives ultra stylée de Kef. Dernière chose sur le son, sachez que le téléviseur décode les sources Dolby Atmos, mais pas le DTS. Donc si vous avez une platine Blu-ray et une grande collection de films en DTS, la barre de son sera également la solution pour y brancher le lecteur et récupérer les pistes DTS. Burn-in. Alors, d'après les tests de longévité de Airthings, la techno QD OLED serait plus sujette au burn-in avec l'affichage de contenu fixe prolongé comme voilà, des infos ou des menus d'ordinateur. C'est donc une technologie à conseiller pour ceux qui consomment différents types de contenus, cinéma, jeux vidéo, télé, sans voilà, être monomaniaque sur un type de contenu. En tout cas, la techno, elle est encore jeune et pour le moment, eh bien, je n'ai eu aucun retour d'utilisateur avec un cas de marquage. Les amis, on le tient, le meilleur téléviseur jamais réalisé par Samsung. Alors ça va pas leur plaire hein, que je dise ça parce que leur super flagship, ça reste le Neo QLED 8K. Mais bon, là, quand même, ils nous ont fait un truc, c'est la grosse folie. Hein. Il a tout pour lui, le téléviseur. Ça va faire partie des grands hits de 2023, je vous le garantis. Si vous avez les moyens, foncez, franchement, c'est impossible d'être déçu. Après, pour les budgets un peu inférieurs, vous avez également le S90C, qui est également une tuerie. Il présente quasiment les mêmes performances avec un peu moins de luminosité, mais un son de meilleure qualité. Voilà, allez, cette année, on est quand même super gâtés. Je dois bien vous avouer que ce modèle me plaît énormément et il est disponible en 77 pouces. À voir, écouter, tester dans les magasins Cobra d'ailleurs, avec le G3 qui est pas loin, en attendant les A95L de Sony et MZ2000 de Pana. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'était Benji et je vous dis à très bientôt.